Bienvenue pour ce 9e épisode d'Obsession. Pour une fois, je vais parler catch et lucha libre. En effet, la WWE a annoncé juste avant WrestleMania 41 le rachat de la AAA, la seconde plus importante promotion de catch au Mexique après le CMLL. Et j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus. Pour moi, c'est carrément le plus gros événement catch de toute cette Mania Week. Parce que c'est pas juste une acquisition financière d'une petite fédération, c'est quelque chose de gros. C'est pas juste une stratégie d'expansion de plus de la WWE. Pour moi, c'est un vrai choc culturel, sportif et politique qui peut rebattre complètement les cartes dans le monde du catch et qui va le faire clairement dans la lucha libre. La WWE, elle rachète pas juste une entreprise, là elle met la main sur un pan entier de l'histoire de la lucha libre. Et je dois dire qu'en ce moment, la lucha, c'est mon style de catch préféré. C'est ce que je regarde le plus, et aujourd'hui, clairement, ma fédé favorite, c'est le CMLL, que je trouve incroyable depuis 2 ans. C'est juste la meilleure fédé de catch au monde, je trouve. La WWE, de ce côté-là, je me contente de suivre ce qui s'y passe, mais je regarde très peu de shows. Et quant à la AAA, j'ai arrêté depuis un moment, et je suis très critique sur ce que c'est devenu. Donc ouais, j'ai des biais très forts, je préfère le dire tout de suite. Néanmoins, je vais essayer d'être factuel dans la première partie de la vidéo avant de faire de la prospective par la suite, et là je serai forcément beaucoup moins neutre. En ce qui concerne le sujet du jour, je vous recommande absolument la vidéo de l'ami Cody, qui a fait un très bon réact là-dessus, et qui est à ma connaissance le seul à avoir fait en français une vidéo spécifique là-dessus. Au niveau des sources, je vais vous en mettre deux en lien en dessous. J'en vois deux qui sont essentielles, qui sont en anglais naturellement. C'est Lucha Blog. C'est un blog qui est une mine d'informations sur la lucha libre. Je fais de l'analyse, de la critique. Je recommande énormément sur ce sujet, mais aussi sur tout ce qui est lucha libre en général. Et sur X, je vous recommande le compte de Rob Viper, qui est une autre référence incontournable pour suivre la scène mexicaine au jour le jour. Voilà pour le contexte. Maintenant, on va rentrer dans le sujet en se demandant ce que ce rachat veut dire. Et forcément, il va falloir que je vous explique d'abord ce que c'est que la AAA, d'où ça vient. La AAA, c'est une fédération qui est née d'une rupture. En 1992, vous avez Antonio Peña, qui était alors le booker du CMLL, qui quitte la maison mère pour fonder sa propre promotion. C'est vraiment un cataclysme au Mexique, parce que le CMLL, c'est la plus grosse promotion depuis très longtemps. C'est vraiment un monument, un monstre. Et Peña, en fondant la AAA, il essaye de créer une concurrence. Son idée derrière ça, c'est de moderniser la lucha libre, de casser certains codes qu'il trouve trop rigides au CMLL, et de produire quelque chose de plus spectaculaire, d'accessible et de scénarisé. Un catch un peu plus, qu'on pourrait qualifier de plus pop, de plus télévisuel, de beaucoup plus tourné vers le divertissement et de la façon de faire dans d'autres pays, notamment aux États-Unis. Et directement, ça marche très fort, avec de véritables stars comme Aguayo, comme Cien Caras, et des événements qui vont très vite devenir cultes. On pense notamment au Rey des Reyes ou à Triple Mania. Et c'est aussi à cette époque que débarque à la AAA un certain Rey Mysterio Jr. qui va marquer ensuite l'histoire du catch mondial. Et en 1994, donc très tôt, la AAA réussit un coup historique avec le show When Worlds Collide, organisé à Los Angeles, en partenariat avec la WCW. Le partenariat, je préfère préciser, c'était juste produit par les moyens de la WCW, ce qui permettait pour la AAA d'améliorer ce qu'ils faisaient. Et c'est probablement le show de référence de la fédération, un moment fondateur pour eux, et même à date d'aujourd'hui, ça reste possiblement leur meilleur show, le meilleur show qu'ils aient jamais fait. La carte est incroyable, vous avez Mysterio naturellement, vous avez Conan, vous avez Perero Aguayo, et vous avez un match qui est mythique, encore si un exemple aujourd'hui, vous pouvez le trouver sur YouTube, entre l'équipe d'El Hiro, d'El Santo et des Octagones, contre celle d'Eddie Guerrero et de Love Machine. C'est un match fabuleux, mais qui est aussi tragique, parce que c'est le dernier combat d'Artbar qui va mourir quelques jours plus tard, à seulement 28 ans. Et là, vous avez le monde, et particulièrement les États-Unis, qui découvrent la lucha libre, et qui comprennent que c'est pas juste des couleurs et du masque, c'est aussi un niveau incroyable, et une véritable école du catch. Et là, c'est aussi le début pour la AAA d'afficher son ambition internationale, d'aller chercher plus loin que juste le Mexique. Et ça va être quelque chose de constant tout au long de l'histoire. Il y a les partenariats avec la TNA, il y a la création de Lucha Underground, qui reste un ovni génial dans l'histoire du catch, pour moi, une de mes fédérations préférées de tous les temps. Et plus récemment, vous avez encore le partenariat avec la OW,
avant que justement la AAA ne parte en vrille, et ça on verra par la suite. Le style de la AAA, c'est un mélange entre de la lucha libre traditionnelle, des spots nord-américains et un storytelling un peu soap opéra. Quand ça marche, ça donne un produit hyper fun. Par contre, quand ça marche pas, c'est une véritable catastrophe. Jusqu'au Covid, ça va très bien et ça se passe à merveille. Et là, ça va être le début de la chute. Avant l'épidémie, la AAA, ils ont un très gros momentum, bien plus que le CMLL. Il y avait un vrai buzz, un très bon roster, une véritable énergie. Certains disaient même que la AAA allait prendre l'ascendant de façon définitive. Et là, vous avez le Covid qui les coupe net. Et depuis, c'est une longue descente et c'est la catastrophe. La direction Roldan, qui avait déjà des détracteurs avant, devient de plus en plus critiquée. On s'éloigne de plus en plus de la vision originelle d'Antonio Peña. Plutôt que d'investir dans le produit, dans les catcheurs, on paye des projets qui échouent et qui coûtent énormément d'argent. C'est peut-être bien pour les touristes, mais il les déconnecte complètement du public historique américain. Et vous avez tous les partenariats qui tombent les uns après les autres. Ça commence par la EW, et par la suite, vous avez presque tout le monde qui laisse tomber jusqu'à la MLW. C'est vous dire à quel point c'est la catastrophe. Du côté du roster, c'est aussi l'hémorragie. Vous avez Phoenix et Mrapa qui sont tous les deux partis. Vous avez la faction Gobernables qui est plus là. Et encore plus récemment, ça continue. Commander, Ares, Aramis, Black Taurus, tous les gens sur qui ils auraient pu compter pour la suite, ils partent aussi, et ça fait des sacrés trous. Résultat, vous avez le niveau INRIC qui baisse, et on s'appuie plus que sur des vétérans fatigués, et on met plus tellement en avant la relève. Et au niveau du booking, il y a un vrai problème. Des storytelling qui sont lancés et qui sont abandonnés du jour au lendemain sans qu'on sache pourquoi. La production télé, c'est un désastre. Les titres sont utilisés n'importe comment, vous avez un titre qui est mis en jeu une première fois, et puis qui est plus jamais défendu. Sur les 3 ans qui suivaient, le catcheur en question qui part, et on n'en parle plus. Parfois on a l'impression qu'ils savent même pas eux-mêmes qui est le champion, ni pourquoi, et ce qu'on va faire avec ça. Et pendant ce temps-là, pendant que s'effondrent après le Covid, vous avez le CMLL qui fait une révolution tranquille. Ils se sont adaptés à leur tour, ils ont investi sur les jeunes, sur la cohérence, ils ont repris tous les partenariats. Et aujourd'hui, c'est évident, le lead il est revenu au CMLL au Mexique et de très très loin. À première vue, le rachat de la AAA, ça peut sembler surprenant. Après tout, la WWE, ça a longtemps fonctionné comme une forteresse en développant ses propres talents plutôt que d'intégrer des structures extérieures. Mais replacé dans le contexte actuel, c'est totalement cohérent, je trouve. Depuis toujours, la WWE a cherché à s'ancrer en Amérique latine, un territoire qui est stratégique, avec une grosse fanbase qui est passionnée par le catch. Installer un territoire latino, ça semble faire partie de leur plan depuis très longtemps. Et plutôt que de tout bâtir depuis zéro, acheter une structure, ça me semble un raccourci logique. Et d'ailleurs, cette volonté, pour moi, depuis quelques mois, ça se traduit très clairement à l'écran. Vous avez Rey Mysterio qui a été introduit au Hall of Fame il y a 2 ans. Vous avez des talents comme Santos Escobar, Zelina Vega, Dragon Lee, Dominic Mysterio ou Carlito qui occupent des rôles visibles et qui sont de plus en plus importants dans le roster. Vous avez l'arrivée de Stephanie Vaquer, très récemment depuis le CMLL, qui est arrivée à NXT et qui a explosé. Et ça montre que la WWE, ils savent repérer les gens au Mexique, et surtout, ils savent les prendre à la concurrence. Et surtout, ils viennent juste de récupérer Phoenix et Penta, qui sont 2 figures majeures de la lucha libre moderne, et qui viennent d'arriver. Et directement, ils arrivent avec énormément de lumière, ce qui permettra d'être là pour accompagner un changement en douceur, un changement d'air. Jusque-là, la WWE a souvent galéré avec le monde hispanique. On pense à Sport Mystico où ça a été la catastrophe. Mais là, on voit qu'il commence à y avoir un peu plus de réussite. La façon, c'est fait beaucoup mieux. Donc pour moi, tout ça, c'est un préparatoire à ce rachat de la AAA. Et on voit que leurs plans sont déjà prêts. Et d'ailleurs, il y a un show partenariat qui a été annoncé entre NXT et AAA. Ce show, il va s'appeler Worlds Collide. On retrouve ce show de 94. Et là aussi, il va avoir lieu à Los Angeles le 7 juin. Et tout ça, ça peut nous donner le début d'un nouveau cycle pour la lucha libre, où on peut le rendre aussi une récupération à l'américaine. On va voir ce que ça va donner. Ce rachat, ça offre un nouveau chapitre pour le catch mexicain, mais ça soulève aussi énormément de questions. On va essayer de voir quelles sont les principales conséquences pour les différentes parties concernées.
Et on va commencer par le CMLL, parce que vous connaissez mon intérêt pour lui et parce que c'est un peu paradoxal. Sur le papier, le CMLL sort grand gagnant. L'ennemi historique est tombé, ça est la fin de 33 ans d'affrontement et le CMLL a gagné. Mais dans le même temps, il y a une nouvelle menace qui apparaît. Celle d'un concurrent moyen quasi illimité, qui va peut-être proposer une version de la lucha libre plus formatée, plus accessible à l'international, avec un énorme relais médiatique derrière, et la possibilité de racheter les luchadors comme ils veulent. Ce concurrent, naturellement, ça va être la WWE. Pour la WWE, c'est probablement une très bonne opération. On récupère une plateforme idéale pour développer des talents hispaniques, dans une région où il y a une vraie richesse de profils et une culture du catch profondément ancrée. On va avoir un marché mexicain mieux contrôlé, après plusieurs tentatives ratées par le passé. On peut reparler de du Mexico si vous voulez. Et surtout, vous avez un public qui est déjà acquis à la cause du catch, qui n'a tant qu'une offre forte et crédible pour s'enflammer. C'est une vraie piste de croissance, à condition que la WWE sache respecter les spécificités locales. C'est parfait. Pour ce qui est de la AAA, c'est peut-être le paradoxe le plus cruel. Elle va enfin avoir l'exposition mondiale inédite qu'elle voulait, mais au prix d'un formatage presque inévitable. On peut se poser la question. Est-ce que la lucha libre, si tout est pensé en... Est-ce que c'est encore de la lucha libre, pardon, si tout est pensé dans les logiques de la WWE, avec ses codes, sa narration, sa production? Est-ce que le public mexicain va suivre? Est-ce qu'il va adhérer à une version plus américaine de son catch? Ou est-ce qu'il va la rejeter en bloc? Il va falloir surveiller ça de très près. Personnellement, je pense que la AAA, en tant qu'entité indépendante, va disparaître. Est-ce que c'est une mauvaise chose? C'est pas à moi de me prononcer. Je vous avoue que je suis moi-même très partagé là-dessus. Et je pense d'ailleurs que si la AAA n'avait pas été rachetée, elle aurait fini par disparaître vu la trajectoire qu'elle était en train de prendre. On se dirige peut-être vers une sorte de NXT Mexico, avec ses codes, ses tournées, son intégration dans le système WWE. Pour moi, ça serait une erreur. Au lieu de proposer une vraie marque mexicaine, différenciée, qui pourrait fonctionner comme SmackDown, comme Raw pour un autre marché. Pour moi, ça serait ça la bonne option. Et je suis pas certain que les fans mexicains appréciaient de voir la lucha libre traitée comme un simple territoire de développement. Pour ce qui est des catcheurs eux-mêmes, c'est une opportunité énorme de visibilité. Certains qui étaient bloqués sur la scène locale vont pouvoir se faire un nom international, et de mieux en vivre. Pour moi, c'est ça l'essentiel. Après, est-ce qu'ils auront encore la liberté artistique, les timings, le style de match qui font l'échange de la lucha libre? Je ne sais pas. Pour ce qui est des fans, c'est peut-être nous les plus grands perdants. On risque de perdre un espace alternatif, une manière différente de vivre et de raconter du catch. On verra bien. Dans tous les cas, il y a une question qui reste en suspens, et pour moi, c'est d'ailleurs la question majeure de ces dernières années, de toutes les évolutions qu'on vit, de l'expansion encore de WWE, de la création de la AAA, des remaniements qu'il y a sur la scène indépendante. Est-ce qu'on va vers une unification du monde du catch, vers une uniformisation, ou est-ce qu'on va réussir à avoir les spécificités? Concernant ce rachat spécifique, est-ce que la WWE peut racheter la lucha, peut intégrer la lucha sans la dénaturer? Ou est-ce qu'elle va, comme souvent, lisser les bords, enlever les aspérités, pour que ça colle mieux à son propre moule? On verra. Ça risque d'être intéressant. Et on peut pas savoir ce que ça va donner. Ce rachat, il soulève une question très concrète et pour l'instant qui est aucune réponse claire. Qui, dans le roster actuel de la AAA, va être conservé ou va être mis en avant? Avant de discuter de cela, il y a un petit préambule sur les contrats de la AAA qui est nécessaire de faire parce que c'est un flou total. Ils ont toujours fonctionné avec des contrats souples, parfois même oraux, qui laissent beaucoup de liberté aux lutteurs pour aller bosser ailleurs. Il est donc très difficile de savoir qui est vraiment sous contrat, qui a un deal exclusif, qui est freelance, et donc qui fait partie du package racheté par la WWE. Mais en se basant sur les profils et les logiques habituelles de la WWE, on peut essayer de esquisser des tendances. On va commencer par les jeunes sur qui on peut miser à long terme. Et malheureusement, c'est très maigre. Naturellement, le nom qui revient partout, c'est celui d'El Vikingo. C'est un jeune spectaculaire, déjà reconnu à l'international. Il a beaucoup de qualités pour devenir une star globale. Il peut très bien occuper le rôle qu'avait Ricochet au Rey Mysterio il y a un bon moment. L'ovni acrobatique, unique en son genre. Mais j'y vois de grosses limites. D'abord son physique. Il commence à enchaîner quelques blessures et j'espère qu'il va tenir ou s'adapter. Et il va falloir qu'il progresse dans certains domaines.
Au micro et dans la psychologie, ça reste limité. On peut aussi parler d'Eliro del Dr Wagner Jr. qui a été signé récemment. Il est un peu plus âgé, mais il a que 33 ans. Et pour moi, c'est un gros potentiel. Bon physique, très bonne présence, et un nom légendaire, ce qui aide beaucoup au Mexique. Pour moi, ça pourrait vraiment être la bonne surprise et le visage masculin de cette transition vers une triple A reformatée. Côté homme, c'est à peu près tout. À la marge, on peut évoquer Nino Hamburguesa, comme figure comique et très populaire, appréciée du public mexicain. C'est pas un nom qu'on va voir très haut, mais il peut jouer un rôle important pour conserver l'ancrage local et faire rire les foules, pourquoi pas. Par contre, je trouve qu'il y a du côté de la division féminine beaucoup de meilleures choses à prendre. Pour moi, c'est la meilleure surprise actuelle à la AAA, même si c'est pas super bien booké non plus. Vous avez pas mal de profils jeunes et talentueux, à commencer par le trio Flammer, Layedra et Maravilla. Il y a quelque chose à se faire de ce côté-là, je pense. Et avec Stéphanie Vaquer qui va être là pour tirer tout le monde, on pourrait avoir une place importante, quelque chose d'intéressant à développer. Et ça, c'est pour les jeunes. Il n'y a pas grand-chose. Par contre, ce qui saute immédiatement aux yeux quand on regarde le roster, c'est le nombre de figures problématiques avec lesquelles on va devoir gérer. Et on commence par le champion majeur de la fédération, Alberto Del Rio, Alberto El Patron. Et ça, pour moi, c'est un énorme nom. Énormément d'accusations, notamment de violence conjugale, en particulier envers Paige Saria, une image toxique, complètement incompatible avec les standards actuels du monde du catch. Même s'il a pas mal de femmes au Mexique, ça se discute encore, pour moi, ça serait une faute majeure de l'inclure dans un projet sous bannière WWE. D'autant plus avec les rumeurs qu'on a eues récemment de WWE qui voulait récupérer Paige à la W. On a parlé du champion majeur, on va maintenant parler du champion par équipe. Samson et Freur Astero. Ils sont membres d'un trio qui s'appelle la Nueva Generación Dinamita, qui est un très très bon trio. Mais le troisième membre, c'est Cuatrero. Et là, c'est à nouveau un énorme nom. Cuatrero a été reconnu coupable de violence conjugale sur Stéphanie Vaquer, justement. Et plusieurs de ses collègues, à commencer par Samson et Forastero, l'ont soutenu. À l'époque, ils avaient même appelé à organiser une manifestation devant la prison où il était retenu. Ce groupe, pour moi, c'est un grand nom, et il faut s'en débarrasser. D'autant plus avec la place clé qu'occupe Stéphanie Vaquer. La WWE, je vois pas comment ils pourraient faire en les gardant. Ça me semble complètement aberrant de maintenir un tel environnement hostile autour d'elle. Donc faut se débarrasser du champion majeur, des champions par équipe. C'est déjà lourd. Et enfin, il y a Conan. Conan qui depuis toujours est une figure centrale de la AAA. Vous vous souvenez, on l'avait évoqué quand on avait parlé du show de 94. C'était lui qui faisait le main event. Mais qu'est-ce qu'il est problématique aussi. On va passer sur son pouvoir démesuré en coulisses, sur son booking un peu incohérent, et se concentrer sur ses déclarations sexistes ou condescendantes sur les jeunes talents, sur sa présence médiatique permanente via son podcast, toujours ou presque dans la provocation et dans l'outrance. C'est un personnage clé de l'histoire de la AAA, certes. C'est un personnage qui comprend tout à fait les liens entre la lucha libre et le monde du catch américain, certes, mais pour moi, ça me semble difficilement compatible avec un projet clean et corporatiste comme celui de la WWE. Une fois qu'on s'est débarrassé de ces vétérans, qu'on a conservé de ces gens problématiques, pardon. Une fois qu'on a conservé les jeunes talents qu'on a évoqués tout à l'heure, qu'est-ce qui reste? Il reste plus grand chose à part une grosse masse de vétérans. Ils sont nombreux, ils ont marqué l'histoire de la AAA, certains sont encore over, d'autres beaucoup moins. Pagano, Vampiro, Psycho Clown, El Messias, DMT Azul. Qu'est-ce qu'on en fait? On va pas pouvoir tous les garder. Certains vont pouvoir servir de mentors, de pont avec les fans, de transmission pour les jeunes. Mais il va falloir rajeunir ce roster. On peut encore ramener quelques légendes, comme le fait souvent la WWE, mais avec autant de vétérans, est-ce que c'est faisable? Faut pas en faire la colonne vertébrale de la brand. À ramener, moi, la personne qui me semble le plus importante, c'est la Parka, au vu de son histoire, au vu de son image, au vu de son influence. Voilà. En résumé, la WWE va devoir nettoyer, trier, reformater ce roster, et en faire quelque chose qui est à la fois respectueux de l'histoire de la AAA, mais compatible avec ses standards et ses ambitions mondiales. En rachetant la AAA, la WWE
WWE ne rachète pas juste une fédération, elle rachète une culture. Est-ce qu'elle saura la respecter? Ou est-ce que c'est le début de la fin pour la lucha libre indépendante? Je sais pas. Ça va être passionnant à voir. Un peu inquiétant, et on va espérer qu'il en sorte quelque chose de bon. Voilà. J'ai fait le tour de ce que j'avais à dire. J'espère que ça vous aura intéressé ou éclairé. Il ne me reste plus qu'à vous conseiller de regarder la lucha libre, et le CMLL en particulier. Et tant qu'à faire, si vous avez un peu de temps et si vous avez retrouvé les shows, allez regarder ce que fait la DTU. Allez regarder ce que fait l'International Wrestling Revolution Group. Allez regarder ce que fait la Lucha même. Allez regarder ce que fait la Zona 23. Il y a vraiment une offre au Mexique de lucha libre très très profonde. Et j'espère qu'ils vont continuer à pouvoir nous proposer autant de bonheur que ce qu'ils nous donnent jusque-là. C'est tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que ça vous aura intéressé après un ou deux trucs. À très vite!